Vous êtes sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 23h pour une très grande soirée de rugby pour la deuxième demi-finale de la saison 2023-2024 de Pro D2. Vannes accueille ce soir Béziers dans une ambiance qu'on vous promet exceptionnelle. Sud Radio est dans le Morbihan, une fois n'est pas coutume, pour vous faire vivre ce fantastique championnat de Pro D2. Et puis beaucoup de choses encore aussi au programme avec Toulouse. Dans cette première heure, on va se poser une question fondamentale ou un petit peu provoque, c'est selon évidemment. Avec ce 6e titre européen, le Stade Toulousain est-il désormais le plus grand club de rugby au monde? On en parle avec vous au 0826 300 300. Avec nos invités, on évoquera l'aspect local, l'aspect sportif et puis la marque internationale aussi que représente désormais le Stade Toulousain. C'est un très joli programme, on est très heureux de le partager avec vous ce soir et avec Quentin Kévanis. Salut Quentin. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous en ce vendredi soir pour cette demi-finale de Pro D2. J'ai déjà hâte d'être au coup d'envoi, c'est dans 2 heures, mais ça va passer vite. Eh oui, effectivement, et tu vois, comme je le disais dans la météo, il fera pas très beau en Seine-et-Marne, Quentin Kévanis. Je suis désolé. Ça m'arrange il pas. fera pas chaud. Il fera pas chaud en tout cas. On est avec Clément Combe et avec Philippe Panguero. Salut les gars. Salut Alex. Ça va? Salut à tous. Ouais, ça va nickel. Il fera meilleur du côté de Toulouse, Philippe. On est très heureux d'être avec toi. Mais avant ça, on prend la direction de Vannes. Vannes où, le temps est clément ce soir pour ce match entre Vannes et Béziers, cette demi-finale, dans une ambiance que l'on annonce exceptionnelle. Antoine Mazère, aux abords de ce stade de la Rabine, au bord du port de plaisance de Vannes. Quel cadre somptueux! Ouais, exceptionnel, c'est le mot. Honnêtement, depuis le début de la journée, l'ambiance elle est montée d'un cran. Toute la ville est mobilisée aujourd'hui pour ce rendez-vous. C'est vraiment un rendez-vous de plus qu'une ville, c'est plus qu'une région qui attend ce club de Vannes pour disputer enfin une finale de Pro D2. Les joueurs qui vont arriver dans quelques secondes, dans quelques minutes. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont réunies le long de la Rabine. C'est ce fameux boulevard qui amène quasiment jusqu'au stade. Et ils attendent les joueurs. Ils sont plusieurs milliers. Il y a des fumigènes. Il y a également des supporters de Béziers qui ont fait le déplacement. J'ai réussi à trouver, Alexandre, des supporters qui ont eu des places parce que oui, il y a 30 000 connexions pour ce stade qui comporte, on va dire, 11 300 spectateurs. Je suis avec Mewen, ça a été compliqué d'avoir des places, mais quand on voit l'atmosphère qu'il y a ce soir, c'est exceptionnel. C'est incroyable, franchement, de se réunir tout ça pour un match, mais toute la ville est là pour ça. Ils ont décoré toute la ville, tout ça. Même les bars et les restaurants se sont mis pour le coup, franchement. Et non, c'est incroyable de tous se réunir pour une équipe. Et puis c'est la plus grande équipe de Bretagne de rugby, quoi. Donc c'est incroyable. C'était un rendez-vous qu'il ne fallait pas louper. 3 finales loupées. Est-ce que justement ce soir, qu'est-ce qui ferait que Vannes va pouvoir enfin se qualifier en finale? Déjà les supporters. On est là, c'est chez nous, c'est à domicile, donc on a déjà l'avantage là-dessus. Et puis on avait fait une égalité et puis une victoire contre eux, donc on part avec le sourire. Bon, il va y avoir un match ce soir. Quel va être un petit peu le pronostic? Est-ce que tu vas te mouiller un petit peu? Qu'est-ce que tu penses de ce match? Je pense que ça va être serré parce que c'est quand même une demi-finale. On joue pour la place en finale à Toulouse. Mais non, franchement, je pense qu'il faut pas qu'on parte non plus trop confiant. Et faut rester dans le match. Mais bon, on les connaît surtout en deuxième mi-temps. Oui, ils savent rentrer dans le jeu. Voilà, l'ambiance elle monte, Alexandre, on l'entend, les supporters de Vannes qui poussent la voix parce qu'ils arrivent dans quelques instants. Les joueurs, on vous mettra bien sûr les vidéos sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Le bus qui va fondre la foule, ça va être exceptionnel du côté de la cité du Morbihan, de Vannes, somptueuse ville, tout proche du golfe du Morbihan qui est non moins somptueux, cher à Quentin Kévanis. Merci beaucoup Antoine Mazère, à tout à l'heure pour le match coup d'envoi 21h entre Vannes et Béziers. Quentin Kévanis, effectivement il y a de la Pro D2, les 2 demi-finales, pas seulement, il y a aussi beaucoup de choses dans les infos cette semaine. Exactement Alexandre, pas mal de choses au programme avec notamment évidemment les Grenoblois qui sont imposés hier sur le terrain d'Aix-en-Provence 23-22. Première défaite à domicile pour les Aixois cette saison. Grenoble qui jouera sa finale de Pro D, donc le 8 juin face à Toulouse, face au vainqueur de la rencontre de ce soir. En rugby à 7, l'équipe de France féminine s'est imposée avec autorité pour son entrée en lice aujourd'hui 36-7. À noter que Antoine Dupont a été nommé pour le titre de rookie de l'année du circuit A7 alors qu'il n'aura disputé finalement que 3 tournois. Avec lui, il y a l'Australien Henry Palmer et le Sud-Africain Kewin Nordje. Rabah Slimani va quitter l'ASM Clermont-Auvergne. Il a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat. Il était arrivé à Clermont en 2017 et il a joué 7 saisons donc en Auvergne.
On vous l'annonçait hier, Malik Amadash est le nouveau président de Proval, le syndicat des joueurs professionnels. Le pilier succède à Robin Chaliwachou, qui tenait le poste depuis 2014. À noter que Malik Amadash était finalement le seul candidat à cette élection. Mercredi, en conférence de presse à Montpellier, Geoffrey Doumerou, 34 ans, 13 sélections, a annoncé mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison. Et puis, on sait contre qui va débuter sa Coupe du Monde U20. L'équipe de France, ce sera face à l'Espagne en Afrique du Sud. À noter que c'est la première participation au Mondial U20 pour les Espagnols. Et puis enfin, une bonne nouvelle pour les supporters rochelais. Ils pourront compter sur le retour de plusieurs cadres pour affronter le nouveau champion d'Europe ce week-end. Brice Hulin, Jonathan Danty, Kerr Barlow ou encore Eugene Sitoni sont de retour dans le groupe Rochelais. Alexandre. Merci beaucoup Quentin Cabanis. Tiens, ton choix de l'info, Philippe Spanghero, parmi les news que nous a annoncé Quentin, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle particulièrement? Moi, il y a la nomination d'Antoine Dupont comme rookie de l'année à 7, parce que ça, c'est incroyable. Il a cumulé le mec, il a fait 2 tournois. Et ouais, non, mais c'est Antoine Dupont. Trop. Donc voilà, il fait changer de dimension toutes les disciplines rugby auxquelles il participe. Et puis le sujet de Proval dont on a parlé hier, qui est un sujet important pour l'avenir du rugby professionnel. Et tiens, pour être très précis, eh bien Antoine Dupont, il est ménagé sur le premier match face à l'Australie, premier match de ce tournoi à Madrid, de ce tournoi final. Il ne participe pas à cette rencontre. Les Bleus qui ont commencé le match face à l'Australie, la 5e nation mondiale face à la 4e, la France est 5e. Eh bien pour l'instant, les Bleus mènent 7-0 dans cette rencontre. Il reste 3 minutes en première période et à l'instant, lancement de jeu pas très droit de Stéphane Parez. Ouais, la touche était pas très bien négociée par Stéphane Parez. On revient donc à une mêlée. Introduction Australie. Voilà. Dans un instant sur Sud Radio, on va se poser une question. Comme je le disais, un poil provoque, mais aussi, je pense qu'il y a beaucoup à dire autour de cette question. Est-ce que le Stade Toulousain est le plus grand club de rugby au monde? On évoquera évidemment le palmarès, le niveau de jeu, la formation, bien évidemment, les joueurs aussi emblématiques qui l'ont composé et le composent aujourd'hui. Et puis on évoquera aussi évidemment cette marque Stade Toulousain, le fait qu'Hardy Savea rêve par exemple de jouer un jour au Stade Toulousain avec Antoine Dupont. On évoquera ça avec nos invités, avec Michel Saran dans quelques minutes sur Sud Radio, le chef étoilé, fer de lance de la cuisine et de la gastronomie toulousaine. Et puis on sera avec vous au 0826 300 300. Venez parler du Stade Toulousain, c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby, la radio du rugby à 7 aussi, parce que actuellement la France est en train d'affronter l'Australie, 4e nation mondiale en ouverture du tournoi de Madrid. Et dans ce Wanda Metropolitano de l'Atlético de Madrid, pour l'instant c'est un carnage en faveur de l'équipe de France. 3 essais marqués, 19-0 à la pause. Ça se passe bien. Ça se passe très très bien sans Antoine Dupont. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Antoine Dupont est ménagé pour cette entrée en compétition et les Bleus bien amenés par Vivian Pasquet et Jordan Sefo là exceptionnel depuis le début de cette partie. 19-0 à la pause pour les Bleus face à l'Australie. Voilà, ça commence bien ce tournoi de Madrid, cet ultime tournoi de Madrid, la dernière aussi rencontre compétitive avant les Jeux Olympiques de Paris, désormais dans moins de 2 mois. On est avec Philippe Spanghero, on est avec Quentin Cabanis, avec Clément Con, évidemment, avec vous au 0826 300 300. Et puis on va parler donc du Stade Toulousain. On est 1h45 de la demi-finale de Pro D2, mais place d'abord au top 14 et même au rugby dans son très grand ensemble, puisque on va se poser une question ensemble sur Sud Radio. Est-ce que le Stade Toulousain est le plus grand club de rugby au monde? Alors, on y va un peu loin peut-être. Ou peut-être pas d'ailleurs. 22 boucliers de Brennus, 6 titres européens, aucun club au monde n'a une telle domination nationale et continentale, c'est factuel. Et ça déjà, pour mettre une petite pièce déjà dans la réflexion, Philippe Spanghero, c'est à mettre au crédit du Stade Toulousain. Si on regarde le palmarès, il est de facto dans la bataille pour les plus grands clubs de rugby au monde. Déjà sur le palmarès. Oui, bien sûr sur le palmarès. Après on parlera des autres items qui composent ce qui peut être comparable, mais sur le palmarès il n'y a pas photo. Et puis pour moi de toute façon on parle des clubs, donc il faut se limiter à l'Europe, parce que dans le rugby de l'hémisphère sud c'est des provinces, c'est un modèle qui est un peu différent, donc on va être obligé de comparer ce qui est comparable selon moi. Et donc on ne peut pas par exemple faire entrer les Crusaders dans la danse? On pourrait si on parle de la plus grande marque à ce compte-là, mais pas de club.
c'est pas réellement, ces provinces sont pas réellement des clubs à proprement parler, et c'est pas réellement comparable au Stade Toulousain, puisque les provinces des pays du Sud fédèrent un quart du pays à chaque fois. Donc c'est quand même un modèle différent. Mais même si on étend la réflexion et la comparaison aux équipes de l'hémisphère sud, pour moi, il n'y a pas de débat. Sur le palmarès, il n'y a absolument aucun débat. On accueille Gabriel, toulousain, auditeur toulousain au 0826 300 300. Bonsoir Gabriel. Oui, salut Alex, bonsoir tout le monde, très heureux d'être avec vous. Très heureux de t'avoir sur Sud Radio, Gabriel. Alors on se pose la question, est-ce que le Stade Toulousain est le plus grand club de rugby au monde? Déjà, on est sur le palmarès et tiens, je vais ouvrir une deuxième porte, celle du jeu. Le jeu complet, loin des stéréotypes. On nous dit jamais le Stade Toulousain ça ne fait que taper devant, ou le Stade Toulousain ça envoie que du jeu de partout et ça ne défend pas. Il y a une espèce toujours de jeu très complet qui est presque d'ailleurs difficile à définir le jeu du Stade Toulousain tant il est complet en fait. Sur ces deux points-là, est-ce qu'on peut déjà statuer que le Stade Toulousain fait partie des plus grands clubs de rugby au monde? Selon moi, c'est une question assez compliquée, mais déjà sur le rugby européen, moi je vois effectivement avec les titres, avec l'histoire, avec les nombreux joueurs qu'ont eu le Stade Toulousain, effectivement c'est le Stade Toulousain qui est le plus grand club. Après, forcément, si on met les clubs de l'hémisphère sud, c'est différent, c'est notre approche du rugby. Mais pour moi, oui, je pense effectivement que le Stade Toulousain est le plus grand club aujourd'hui du monde. Quand on parle du Stade Toulousain sportivement, Quentin Cabanis, toi qui n'as jamais été supporter du Stade Toulousain, je le précise bien quand même, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tout de suite, t'as la sensation d'un ogre, quasiment imbattable? Oui, complètement. On ne peut qu'imaginer un ogre, et je pense que ça passe par toutes les catégories en plus. Et déjà, il y a cette phrase jeu de main de jeu toulousain, ça veut dire beaucoup. Je veux dire, il y a même un proverbe lié à ce club, donc c'est déjà fort. Après, t'as parlé du palmarès évidemment, et puis t'as l'image du Stade Toulousain, tu vois, moi qui ai vécu dans le secteur et tout, tu sens que c'est le gros club, quoi. Alors que t'as des clubs de top 14 à côté, par exemple dans le Tarn, tu vis dans le Tarn, le gros club c'est Toulouse. Alors que t'as Castres qui est là, quoi. Mais dans l'imaginaire des gens, le gros club c'est Toulouse. Comment expliquer, Philippe Spanghero, qu'on n'ait jamais réussi, en tout cas ces 25 dernières années, à stigmatiser le jeu du Stade Toulousain? Parce que, et c'est pas forcément toujours négatif, mais La Rochelle, on sait très bien que ça tape très fort, et La Rochelle a été championne d'Europe en tapant très fort et en démolissant quand même ses adversaires devant. Le Leinster, on a toujours parlé d'un jeu programmé, réfléchi, avec beaucoup de passes dans le dos et des courses en l'heure. Mais le Stade Toulousain, c'est difficile à identifier en fait, parce que c'est complet. C'est extrêmement complet, c'est même des fois frustrant pour le jeu d'avant, parce que cette génération toulousaine, elle est incroyable sur son jeu d'avant. Et à part La Rochelle, personne ne lui a résisté. On a vu quelques défaillances cette saison en conquête, notamment en mêlée fermée. Mais le paquet d'avant toulousain est monstrueux, de densité et de profondeur de banc. Et donc c'est vrai que c'est même des fois frustrant pour les avants toulousains, parce que on voit tellement le jeu toulousain comme un jeu de mouvement, comme la symbolique du jeu de trois quarts, qu'on en oublie son jeu d'avant. Et comme tu le disais, aujourd'hui, ce qui fait gagner le Stade Toulousain à ce point depuis longtemps, c'est son homogénéité et sa profondeur de banc, devant comme derrière. Et quand le Stade Toulousain gagne, c'est quand le Stade Toulousain est fort devant. Clément Combe, pour rester sur le jeu du Stade Toulousain est-il une référence, puisque si on parle du Stade Toulousain en tant que plus grand club de rugby au monde, et c'est ce qu'on essaie de déterminer ensemble sur Sud Radio, il faut aussi que le jeu soit une référence. Est-ce que le jeu du Stade Toulousain est une référence, et elle a été ces 20 dernières années, selon toi? Oui, justement, parce que tu viens de le dire, ça l'a été sur ces 20 dernières années, c'est une référence parce qu'il y a de la continuité. L'identité du club même passe par ce jeu sur le terrain, et je pense que ça passerait toujours par ce jeu sur le terrain à travers tous les différents étages du club et des catégories, des mini poussins jusqu'au senior. Donc oui, ce jeu est une référence. Il a été plusieurs fois peut-être copié, ou on a cherché à le copier par certaines équipes, certains groupes. Mais est-ce qu'il a déjà été égalé? Pas sûr, puisqu'il y a cette marque spécifique du jeu Stade Toulousain. Mais vous savez ce qui fait la différence, c'est qu'en fait, dans tous les clubs, on change de manager régulièrement.
Et dans tous les clubs, les managers qui arrivent avec une idée du rugby à produire et cherchent des joueurs pour rentrer dans le projet de jeu des managers. Ce qui fait la différence entre le Stade Toulousain et tous les autres, c'est que d'abord les managers restent extrêmement longtemps, les durées de vie sont hallucinantes. Guinoves a passé plus de 20 ans et Hugo Mola est déjà là depuis 2015. Il est encore là pour quelques saisons, donc à minima, il va passer 12 ans à la tête de ce club. Mais au-delà de ça, après Hugo Mola, une chose est sûre, c'est qu'il y aura un manager du Stade Toulousain qui aura fait partie de son staff ou qui aura été éduqué à l'école toulousaine. Donc en fait, le projet de jeu ne change jamais. Et ce n'est vrai dans aucun club quasiment. Non, mais c'est très intéressant. Petit aparté là-dessus, quand même, Philippe Spanghero. Comment on peut expliquer que le jeu du Stade Toulousain, qui a toujours fait référence, et les coachs du Stade Toulousain ont toujours fait référence, comment expliquer que ce jeu toulousain, il se soit un petit peu moins retranscrit en équipe de France ces 25 dernières années? Comment l'expliquer qu'il y a parfois un décalage entre le meilleur club français et l'équipe de France sur la qualité du rugby proposé, sur les choix de rugby proposés? D'abord parce que tu peux pas prendre toute l'équipe du Stade Toulousain en équipe de France et qu'il y a eu des périodes où le débat se posait de savoir si le Stade Toulousain était plus fort que l'équipe de France et honnêtement à certaines périodes la réponse était oui. Et deuxièmement parce que quand tu as des joueurs qui sont éduqués différemment et que tu reviens sur des managers qui ont pas connu le Stade Toulousain et qui ont une idée du rugby, une philosophie différente, ils vont pas essayer de faire jouer l'équipe de France comme le Stade Toulousain parce que dans l'équipe de France, il y a un tiers de joueurs du Stade Toulousain. Et après, tu as des joueurs qui sont dans une vision du rugby peut-être un peu différente. Donc, c'est ça pour moi qui explique le pourquoi l'équipe de France n'a pas copié le Stade Toulousain. Et encore une fois, ça veut rien dire copier. Il faut les joueurs, il faut la culture, il faut l'état d'esprit. Donc, on ne peut pas dupliquer un jeu proposé n'importe où parce qu'on le trouve intéressant. Regardez, pendant une époque... Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que c'est extrêmement difficile de jouer comme le Stade Toulousain. Ben oui, parce que c'est une culture. Ce qu'a fait le Stade Toulousain aussi, qui est très intéressant. Et honnêtement, j'essaie d'être objectif parce que je l'ai connu de l'intérieur. C'est que ça a été quand même un des premiers clubs. Souvent, dans les grands clubs, il y a une vraie cassure entre le monde professionnel et l'école de rugby et les catégories en jeunes. Le Stade Toulousain, très tôt, a identifié des gens pour faire ce lien et parler de la philosophie de jeu et la décliner de l'équipe 1 jusqu'en bas. Ça a déjà été très vrai avec les espoirs. C'est aussi ce qui explique aujourd'hui qu'on voit tous ces jeunes émerger, qu'il y a presque 60 joueurs qui ont été utilisés cette année et qu'on se dit, tiens, ils sont prêts et ils sont capables d'aller gagner à Clermont, d'aller gagner à Montpellier. Voilà, parce que ils s'entraînent beaucoup ensemble, parce que ils ont assimilé le projet de jeu. Voilà, et ça se décline encore en dessous, dans les catégories en dessous, en Crabos, en cadet. Et donc, ceux qui arrivent à franchir le pas et à monter, ils sont déjà dans le schéma. Et comme le Stade Toulousain a cette capacité à capter les meilleurs joueurs très tôt, parce qu'ils ont tous envie de jouer au Stade Toulousain, mais quand tu as des pépites qui sont très bons, qui arrivent à 16-17 ans, ils sont biberonnés à la culture Stade Toulousain. Et puis après, ils montent et ils sont complètement dans leur élément. Et c'est pour ça ça nous surprend, mais ils sont prêts très tôt. Aujourd'hui, il y a un niveau de maturité chez cette jeunesse toulousaine qui est quand même assez hallucinant. Et tiens, pour vous donner un élément de lecture, j'ai remonté un petit peu la liste des entraîneurs du Stade Toulousain, donc Hugo Mola, Régis Son, Guinoves, je parle même de ceux que parfois quand il y avait une doublette, on pense à Daniel Santamans, à Serge Lahirle, à Albert Sigagna. Non mais Régis Son, on ne le met pas au niveau des autres. En fait, il y avait les managers et les en 2018-2019 officiellement, c'est un duo. Il est un peu plus qu'adjoint Régis Son en 2018-2019. C'est pour ça que je le mentionnais sur le papier effectivement. Mais là où je voulais en venir, c'est quand tu regardes la liste des entraîneurs du Stade Toulousain, il y en a très peu en fait qui n'ont pas porté le maillot du Stade Toulousain en tant que joueur. Christian Gajan, il a pas porté le maillot à ma connaissance en tant que joueur du Stade Toulousain, mais il a été entraîneur entre 90 et 93. Après, il faut remonter à quoi? Il faut remonter à André Abadi, qui me semble n'a pas joué avec le Stade Toulousain en tant que joueur. Et là, déjà, on est en 73-76. Et puis peut-être aller à Marcel Dax en 63-66. Mais sinon, tous les autres entraîneurs ont été des joueurs du Stade Toulousain. Et ça, c'est quand même extraordinaire.
C'est pour ça aussi qu'il y a cette culture là du Stade Toulousain. Tiens, pour en parler, on invite dans quelques instants Michel Saran, mais Philippe Spanghero, juste un dernier mot sur cette identité là. Si elle perdure ainsi, c'est parce que aussi les entraîneurs ont été joueurs. C'est important. Oui, et les entraîneurs et tous les staffs. C'est quand même assez incroyable. C'est pas que les managers, c'est toutes les composantes du staff. Et on sait qu'aujourd'hui, ça devient très compliqué à manager les staffs parce que les managers de clubs, ils ont un double management à assumer qui est très compliqué parce que ils ont 35 joueurs professionnels avec une durée de vie assez limitée, des durées de contrat plus courtes, avec des objectifs personnels peut-être différents. Et puis aujourd'hui, les staffs, c'est une vingtaine de personnes. Et donc, il y a ce double management à assumer qui est différent entre le sportif et le staff. Et au Stade Toulousain, il y a dans la composition du staff que des gens qui sont passés par le Stade Toulousain. Donc, ça facilite beaucoup la compréhension de l'identité et de là où on veut aller. Ouais, et ça c'est vraiment très très impressionnant pour ce Stade toulousain. On continue le débat dans quelques instants sur Sud Radio avec vous au 0826 300 300 avec Michel Saran, notre invité, le chef, le grand représentant de la gastronomie toulousaine, qui va nous évoquer évidemment ce Stade toulousain et parler un petit peu de la marque Stade toulousain parce que c'est vrai que c'est aussi une marque connue dans le monde entier et le Stade toulousain comme lui font briller cette ville de rose dans l'intégralité du globe. Et puis le temps pour moi aussi de vous dire que la France a réussi son entrée en lice face à l'Australie en tournoi de rugby à 7 à Madrid, dans l'ultime tournoi de la saison, celui qui permet de récupérer un titre de champion pour cette saison. Et bien l'équipe de France a bien réussi son entrée en lice donc face à l'Australie, 38-5 pour les hommes de Jérôme Darret, tout en ayant un certain Antoine Dupont ménagé. Ça commence très très fort pour les Bleus, les garçons qui font donc aussi bien que les filles ce matin face aux Fidjiennes. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée, au cœur aussi de cette phase finale de Pro D2, la demi-finale dans 1h30 entre Vannes et Béziers. Qui rejoindra Grenoble en finale? Antoine Mazère, présent du côté de la Rabine. L'ambiance est exceptionnelle dans le Morbihan. Oui, on vient de vivre l'arrivée des joueurs dans une ambiance incandescente, près que 2000 personnes avec des fumigènes qui ont accueilli les Bretons parce qu'ils ont rendez-vous avec leur histoire. Il y aura un temps magnifique. Ce stade de la Carabine sera à guichet fermé, plus de 11 300 spectateurs. Dans 1h30 maintenant, les joueurs sont à l'échauffement du côté de Béziers. Eux aussi ont rendez-vous avec leur histoire. Ils veulent remonter dans l'élite. Ça va être à 21h le coup d'envoi de Vannes contre Béziers en direct du Morbihan sur Sud Radio Rugby. Et si on veut voir les images de l'arrivée des joueurs, c'est dans quelques instants du côté de l'Instagram de Sud Radio Rugby. C'est maintenant. J'ai tout bon? C'est maintenant. C'est tout bon, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. Voilà, Antoine Mazère et Clément Combe qui vous préparent ça sur la chaîne Instagram Sud Radio Rugby. On reprend le fil du débat. Est-ce que le Stade Toulousain est le plus grand club de rugby au monde? On est avec Clément, avec Quentin Cabanis, avec Gabriel, notre auditeur, avec Philippe Spanghero, et puis on accueille Michel Saran. Bonsoir Michel. Bonsoir. Très heureux de vous avoir sur Sud Radio, Michel. Vous êtes comme le Stade Toulousain, vous faites briller Toulouse à l'étranger et dans le monde par votre talent, et ça c'est quand même une très très bonne chose, et on vous félicite évidemment pour cette très très belle carrière que vous continuez de faire briller, Michel. Mais vous aimez aussi le rugby. On sait, hein. Oui. Quand on travaille à Toulouse et qu'on vit à Toulouse, le rugby n'est jamais loin. On essaie d'estimer, est-ce que le Stade Toulousain est le plus grand club de rugby au monde? On a parlé un petit peu de sportifs, on a parlé un petit peu de palmarès, et puis il y a aussi une mentalité, une solidité, une sérénité dans les grands rendez-vous. Je vous propose dans quelques instants de réagir sur les mots de Yoann Huget, qui était avec nous évidemment comme tous les lundis soirs Au cœur de la mêlée. Il revenait sur un échange qu'il avait eu avec Antoine Dupont à quelques minutes du coup d'envoi de la finale de Champions Cup remportée donc par le Stade Toulousain. Écoutez. Le match le plus dur, c'est les demi-finales, parce que on a tellement confiance au groupe, à l'institution, que si on joue à notre niveau à ce moment-là, du fait de cette confiance de toutes les finales, on peut pas perdre. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se passe quand on arrive en finale durant toute la semaine, qui nous anime. On est relâché, détendu, et
On craint personne en fait. Donc et j'ai envoyé un message à Antoine avant le match. J'ai dit j'espère que vous n'allez pas être la première génération à perdre en finale. Et il m'a dit t'inquiète pas. Ouais, voilà, c'est quand même, c'est incroyable. D'où vient cette sérénité? Est-ce que ça peut par exemple bien rentrer dans le débat est-ce que le Stade Toulousain est le plus grand club de rugby au monde, cette sérénité dans les grands rendez-vous, Michel Saran? Je sais pas si je vais pouvoir répondre. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose se construit en ce moment à travers les hommes. Et je dirais surtout, bien sûr, il y a des joueurs qui sont exceptionnels, mais je trouve que le binôme Didier Lacroix et Hugo Mola bâtissent pour le long terme en plus. On voit que Montpellier a subi, j'ai envie de dire, la troisième équipe du Stade Toulousain. Derrière l'équipe 1 va battre le Leinster. Il y a des jeunes qui apparaissent, on a l'impression qu'il y a un visier. Tout ça est une espèce de mécanique extrêmement bien huilée. C'est pas évident de gérer tout ce monde. Je crois qu'il y a 50 joueurs cette année quand même qui ont porté le maillot. C'est colossal, et arriver à faire jouer qui que ce soit avec le même état d'esprit, la même identité de jeu, c'est assez remarquable. Et alors c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'il y a un club, moi si vous me posez la question, bien sûr que c'est le plus grand club du monde, ça j'en suis persuadé, mais je ne sais pas si je suis très objectif. Mais ce qui est sûr, c'est que, alors j'entendais Johan, mais cette finale, elle a été extraordinaire. Moi, j'ai pu discuter avec Romain Tamac le lundi, qui me disait que c'était quand même la plus grosse intensité qu'il ait vécue dans le rugby, y compris en équipe de France. Donc, même la demi-finale, on n'a pas senti ça. Ils les ont asphyxiés, quoi. En deuxième mi-temps, ils les ont complètement asphyxiés. Là, il a fallu tenir les demi-temps plus les prolongations. Mais il y avait quand même, malgré tout, malgré l'enjeu, j'ai trouvé une espèce de sérénité. Et pour avoir discuté avec une personne aussi qui fait partie des proches de Didier Lacroix, Marc Doncieux, qui accompagne aussi le Stade Toulousain, et il me dit, mais ces jeunes, ils sont incroyables, quoi. Ils sont carrés dans leur tête, ils ont peur de rien. On leur a donné des armes, on leur a donné une mentalité, on les a forgés. Culture de la gagne, inouïe. Ah oui, mais c'est inouï, c'est inouï. Et ça, honnêtement, je connais pas suffisamment les autres clubs dans le monde pour pouvoir dire si c'est unique, mais enfin, en France, je trouve que c'est unique quand même. Ah bah ça c'est sûr. Et d'ailleurs on a des stars comme Hardy Savea, peut-être le meilleur All Black de cette génération. Meilleur joueur de 2023. Voilà, le meilleur joueur de 2023 qui a déclaré il y a quelques jours qu'il rêvait un jour de jouer au Stade Toulousain pour notamment jouer avec Antoine Dupont, mais aussi pour porter ce maillot comme l'a porté Jérôme Kaino qui est toujours dans le staff. Ouais. Je reprends un slogan que vous avez à votre restaurant, Michel, à Toulouse, ici comme nulle part. C'est vrai que le Stade Toulousain, c'est une marque. C'est connu dans le monde entier pour tous les joueurs de rugby, mais même au-delà du rugby. Et ça, c'est quand même assez... Parce qu'on parle toujours du rugby, et c'est parfois aussi un peu un sport confidentiel à l'échelle mondiale. Le Stade Toulousain, pour le coup, dépasse les frontières. Et ça, c'est quand même surprenant. Ben c'est sûr. Alors moi, le terme marque me gêne toujours un peu parce que ça fait toujours appel pour moi à quelque chose d'industriel. Or, pour moi, c'est plus une philosophie, c'est un état d'esprit, c'est une identité régionale forte où tout le monde s'identifie à ça. Et qu'à voir la place du Capitole qui était noire de monde, enfin tout le monde, il y a eu une ferveur populaire toulousaine, tout le monde était derrière le stade. Alors c'est vrai que ça dépasse les frontières parce que le sport a ce côté exceptionnel qui fédère. Ça fédère tout le monde. On a besoin de ces moments de joie intense, d'appartenance à quelque chose de fort. Et ça, il y a pas énormément de choses qui peuvent l'incarner. Le sport, oui. Et le sport
quand ils gagnent. Or, Toulouse gagne. Donc, ça, c'est formidable. Moi, un jour, j'ai un ami de notre club français, il me dit, ouais, mais c'est trop facile d'être supporter du Stade Toulousain. Mais je sentais qu'il y avait un peu de frustration chez lui. Mais c'est vrai que écoutez, la demi-finale au Stadium, c'était merveilleux. Bon, pour la finale, on se sentait un peu seul, quand même. Je dois avouer qu'on se sentait un peu seul. Heureusement que les joueurs ont été à la hauteur et qu'ils ont pu faire taire le public du Leinster, parce que on n'était pas assez nombreux. Mais c'est magique, ces moments-là. Et c'est vrai que c'est toujours des moments extraordinaires. Philippe Spanghero, toi qui travailles aussi dans la partie économique du rugby, on parlait de marque, mais effectivement peut-être que le mot n'est pas le bon. Le Stade Toulousain, à l'échelle économique dans le monde, il y a des grands noms, il y a des grands blasons. Il y a les All Blacks, il y a l'équipe de France, il y a l'Irlande, mais au rayon des clubs, le Stade Toulousain est-il vraiment un concurrent ? Non, alors je comprends Michel et je partage, mais il faut quand même parler de marque parce que dans la comparaison, il y a un sujet sur la marque propre et tout ce qui est lié à la marque, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fan base, la base de fans dans le monde et aussi la valeur mercantile de la marque. Et là, en l'occurrence, ça amène des éléments de réponse qui sont assez importants. C'est que la deuxième plus grosse marque du rugby en termes de fan base et de valorisation, assez surprenant que ce soit, c'est pas les Crusaders, c'est les Sharks de Durban. Alors pourquoi ils n'ont pas plus gagné que les autres, mais en tous les cas ils ont un très bon marketing et c'est la deuxième marque derrière le Stade Toulousain, mais très très loin en termes de communauté et très très loin en termes de valeur marchande. Aujourd'hui, le Stade Toulousain, sur les derniers classements de notoriété spontanée et assistée, est la troisième marque du sport français. Derrière la quatrième marque, pardon. Derrière le PSG, bien sûr, qui est très loin devant, l'OM et l'OL. Donc, ça place le Stade Toulousain avant l'AS Saint-Étienne, avant Monaco, avant de grands clubs de foot. Et quand on ramène ça à ces économies qui sont sans commune mesure et aux communautés, à l'impact médiatique, ça vous place la valeur du Stade Toulousain. Et aujourd'hui, l'autre élément qui est très important, c'est la façon dont le Stade Toulousain est en train de gérer son merchandising, qui atteint des niveaux colossaux, de plusieurs millions d'euros très largement. On va peut-être dépasser les 10 millions d'euros de merchandising cette année. C'est colossal à l'échelle du rugby. Donc quand on met tout ça mis bout à bout, la dynamique sportive, la récurrence dans la performance, l'impact de la marque, la monétisation, le budget, le Stade Toulousain a simplement aucun rival sur la planète rugby. Aucun rival pour toi, Philippe Spanghero. Pour Gabriel, notre auditeur toulousain, est-ce que le Stade Toulousain, donc, est le plus grand club de rugby au monde ? C'est le moment de donner ton résultat, Gabriel. Écoute, oui, c'est vrai que si on regarde effectivement les autres clubs, déjà en Europe, effectivement sur le plan des joueurs, le plan des classements, des titres, pour moi, bon après c'est pareil, je suis pas objectif comme Michel, je suis toulousain, mais c'est vrai que je vois pas forcément un concurrent en termes de club. Après on parlait de l'image également du rugby, etc. Moi je parle, c'est vrai que en termes de club, je vois pas forcément d'équivalent. Après, on pourrait parler comme de marque de All Black aussi. Donc là, on parle après d'une nationalité, mais c'est d'une équipe nationale. Mais c'est vrai que eux, ils ont pu aussi s'exporter avec déjà les joueurs qu'ils ont eu, etc. Ils ont pu en fait, quand on parle de rugby, pour quelqu'un qui connaît pas forcément le rugby en précision, va connaître directement les All Blacks. Donc c'est vrai que voilà, le but, ça va être ça. Et puis souvent, alors moi c'est pas mon cas, mais souvent quand on croise des Toulousains qui nous disent je viens de Toulouse, la première chose qu'on dit t'aimes le rugby. C'est quand même la première chose, que le rugby est toujours la question suivante. Ça c'est quand même
c'est extraordinaire. C'est absolument génial. Parce que c'est vrai que je dirais qu'on s'identifie, enfin je parle on va dire des jeunes, on s'identifie beaucoup à ces joueurs parce que effectivement c'est des joueurs déjà qui nous ressemblent, qui habitent à côté de chez nous et qui en plus de ça sont des stars internationales. On va parler d'Antoine Dupont et plein d'autres, voilà. Mais c'est vrai qu'on s'identifie déjà aux valeurs de ces gens et en fait on n'a qu'une envie depuis qu'on est petit, c'est de ressembler à ces mecs, quoi. Donc c'est vrai que c'est ça qui est marrant et forcément quand on croise un Parisien, un Toulonnais, quelqu'un d'autre, on va lui demander s'il aime le rugby et on va directement avoir cette discussion-là, ça c'est sûr. Michel Sarran, il nous reste 30 secondes. La route vers le doublé, elle semble quand même assez tracée pour le moment. Après, par contre, il y aura des obstacles sur la route. Bah oui, il y aura des obstacles et puis surtout, il y a des blessés quoi quand même et de marque. Meafou notamment. Meafou, la deuxième ligne est fragilisée avec l'absence de Meafou et de Richie Arnold. Mais on a vu que en période de doublon, que le Stade Toulousain a toujours su répondre et n'a jamais montré de faiblesse, je crois. Donc moi aujourd'hui, c'est sûr que quand je trouve qu'il y a des équipes comme Bordeaux ou le Stade Français, on a mis 50 points au Stade Français qui a battu Bordeaux derrière. Je pense qu'on a quand même les armes cette année pour faire le doublé et je dirais même pour plusieurs années. Merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous. C'est toujours un immense plaisir. Et aller du côté du restaurant Michel Sarran évidemment si vous êtes au niveau de la Ville Rose. Merci Michel d'avoir été avec nous dans un instant. Michel ne le dira pas, mais il y a des bouts d'histoire du stade qui se sont joués chez lui quand même. Il y a des deals importants pour le club qui se sont passés dans le petit salon du pôle. Philippe Spanghero n'est jamais loin. Écoute, bravo Michel et merci beaucoup à Gabriel d'avoir été avec nous 0826 300 300. Dans un instant sur Sud Radio, on va revenir sur les droits télé et le top 14, le rugby professionnel français Canal+, main dans la main jusqu'en 2032. C'est dans un instant le sujet de la chronique de Philippe Spanghero. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby, on est avec toute l'équipe et on est désormais à 1h30 du coup d'envoi de Vannes Béziers. Mais d'abord, la chronique de Philippe Spanghero. C'est un en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina ? Où est l'argent ? Où est l'argent ? C'est mon code noir, c'est rien ici. En fait, je vais retirer de l'argent. Take my money. Philippe Spanghero, on va revenir sur les droits télé du rugby français, le rugby professionnel français donc, et Canal+, main dans la main jusqu'en 2032. C'est le plus grand partenaire historique du rugby professionnel qui renouvelle son attachement au rugby français, c'est Canal+. Ouais, c'est Canal+. On le disait, il n'y a pas eu beaucoup de surprises dans cet appel d'offres parce que je voyais pas comment la relation entre la Ligue nationale de rugby et Canal+ pouvait s'arrêter, en sachant, comme je le disais, que depuis que cette collaboration existe, Canal a toujours joué le jeu sur les montants proposés pour les droits. Je le répète, je pense qu'il n'y avait pas d'acteur en face de Canal+ capable de s'aligner aux attentes, au prix de réserve de la Ligue nationale, parce que malheureusement tout ça est une question d'offre et de demande et on y reviendra tout à l'heure, mais quand on voit ce qui se passe dans le foot français, on peut se réjouir du côté de la Ligue nationale de rugby que Canal+ accompagne cette évolution économique et la structuration de l'économie du rugby français par ce nouveau partenariat avec des montants de droits qui vont être très importants, évolutifs de 2027 à 2032. Ouais, exactement, avec ce montant-là. Alors, actuellement, Canal+ verserait 113,6 millions par an pour le top 14 et 8 millions pour la Pro D2. À partir de 2027, on irait donc sur 128,7 plus 10,7. Est-ce que cette augmentation est fidèle à l'économie du rugby en France? Est-elle mesurée est-ce qu'elle est raisonnable? Quel est le mot qui convient pour évoquer cette augmentation? Encore une fois, il y a deux façons de le lire. Est-ce qu'elle est raisonnable en termes de montant par rapport à ce que représente le rugby aujourd'hui en France et à son évolution économique? On en parle souvent, mais les budgets des clubs évoluent. La masse salariale est figée, mais les budgets des clubs évoluent, l'affluence dans les stades évolue, l'économie autour du rugby évolue. En face,
ce montant paraît cohérent. Mais encore une fois, est-ce que si Canal avait proposé 20 millions de moins par an, ils n'auraient pas eu les droits de la même façon? Et moi, je pense que la réponse est oui. Parce que l'économie est réelle. C'est de la charité de la part de Canal+? Non, c'est pas de la charité. C'est le signe d'une volonté d'avoir un partenariat fort. Et je pense que, en plus, le fait que Canal soit en grand froid avec le foot français renforce la relation avec le rugby. Parce que le rugby est quand même, d'un point de vue médiatique, le deuxième sport. Et Canal veut pas complètement se détourner des grands sports français. Donc, quelque part, malheureusement pour le foot, mais ce qui se passe pour le foot nous sert à nous, rugby et Ligue nationale et rugby professionnel français. Donc il y a un vrai débat donc sur cette augmentation. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que le rugby français va s'enrichir avec cette augmentation, Félix Panguero? Oui, les clubs vont s'enrichir, bien sûr, puisque la ventilation des droits télé va augmenter. Et ça, c'est intéressant parce qu'en plus, ça amène de la visibilité longue jusqu'en 2032. Donc, les clubs vont savoir année après année dans leur budget ce que va représenter la part fixe des droits télé. Il y a toujours un peu de part variable sur la réussite en fonction du parcours et la méritocratie. Mais c'est assez anecdotique par rapport à l'enveloppe fixe qui est remise en début d'année. Et ça va être assez significatif. Et je le répète souvent, il faut faire attention à ce qu'on dit. J'arrive pas bien à comprendre la façon dont les choses sont présentées entre les droits pour le top 14 et les droits pour la Pro D2, parce que finalement, d'un point de vue de la Ligue nationale de rugby, tout ça est mis dans un pot commun et reventilé de façon assez différente. Et dans les faits, les clubs de Pro D2 reçoivent des revenus assez significatifs des droits télé, et je le dis souvent, mais aujourd'hui, à l'échelle de la Pro D2, cette évolution des droits télé va aider à structurer encore davantage l'économie de la Pro D2, parce que quand on regarde ce qui se passe dans la Pro D2, au-delà du top 14, c'est vrai que l'économie, elle est assez pérenne quand même. Il y a des pertes cumulées dans quasiment tous les clubs, mais des pertes raisonnées, j'allais dire. On n'arrive pas du tout à des millions de pertes, comme on peut le voir chez nos amis anglais, ou plus récemment, on en a parlé hier avec les rebelles australiens. Donc voilà, cette évolution des droits télé va aussi aider beaucoup ce championnat qu'est la Pro D2. Donc c'est de très bon augure pour le rugby français. Et puis au-delà des montants, il y a la façon de traiter ce sport. Et malgré tout, on peut se réjouir aussi de la façon dont Canal traite le produit. Ah bien sûr. Ah oui, non mais c'est c'est franchement du très très haut niveau. Je pense que la plupart des sports rêveraient d'avoir un diffuseur de la qualité de Canal+. Alors là, il y a non mais là il y a rien à dire. Enfin, je veux dire le travail monumental du service rugby et de tout Canal+ pour le rugby, c'est vraiment à souligner tous les jours quoi. Une dernière question, est-il juste de dire, Philippe Panguero, qu'un diffuseur fort comme Canal+ qui, je mets des guillemets, surpaye un petit peu les droits pour la prochaine période, est-ce que ça permet de se protéger d'une éventuelle arrivée d'un fonds d'investissement type CVC qui viendrait faire miroiter des grands montants? Oui, je crois. Bon, d'abord, c'est pas du tout dans la philosophie du rugby français, et en voyant ce qui se passe dans les institutions qui ont fait rentrer CVC, ça se passe pas bien en Angleterre, conforte les acteurs français. Non, ça se passe pas très bien, parce qu'en fait, ce que les gens ont pas compris, et ce qui est quand même absurde, c'est qu'en fait, les institutions comme ça captent des droits, captent des revenus, mais n'ont pas vocation à faire des bénéfices. Donc, tous les revenus sont amenés à être reversés aux acteurs. Et en fait, quand CVC rentre dans une institution, une fédération, une ligue, ils prennent un bout du capital et ils prennent un bout des reversions à la source. Donc, en fait, on règle un problème court terme avec un apport de cash, mais il y a deux façons de voir les choses. Soit cet apport court terme, il est utilisé pour structurer une évolution du modèle économique et amener des revenus qui vont augmenter pour anticiper la perte des revenus futurs dans la reversion. Mais c'est pas du tout le cas. En fait, on est allé chercher chez CVC de l'argent pour gérer le court terme et pour gérer les même du passif, sauver la patrie, comme l'ont fait les Anglais. Mais le problème, c'est que une fois qu'on a épongé le passif avec l'argent de CVC, mais les revenus qui arrivent sont beaucoup moins importants, puisque CVC prend sa part à la source. Et CVC n'est pas blâmé là-dessus, parce que eux, c'est leur modèle, c'est un fonds d'investissement, ils fonctionnent comme ça. Ceux qui interrogent vraiment, c'est le manque de vision
long terme des acteurs qui ont pris ce genre de décision. Merci beaucoup Philippe Spanghero d'avoir été avec nous pour la chronique En avant l'écho et ce sujet autour des droits télé et du grand partenaire du rugby français qui est Canal+. Très belle soirée à toi Philippe, on te retrouve demain sur Sud Radio, dans Au cœur de la mêlée entre 19h et 20h. Sur les pronostics, mais j'avais dit que ce serait très serré. Bon, voilà. Bon, bravo FCG, on a vu une magnifique match. Ce soir tu vois une victoire de qui, tiens, très rapidement? Je vois quand même une victoire de Vannes, mais honnêtement, je l'ai dit hier, je trouve que finalement la prime est aux équipes qui ont joué ces matchs de barrage. Même si Béziers parce qu'elles sont prêtes plus de plumes que Grenoble, elles sont prêtes et ce coup d'arrêt des 15 jours, il est quand même compliqué. On l'a vu du côté de Provence hier, le rythme était grenoblois. Merci Philippe d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, on prend la direction de la Pro D2 et de ce match entre Vannes et Béziers.